Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire le tour des résultats de l'entreprise LVMH que vous connaissez tous. Bon, avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, donc je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, je suis un simple amateur et je vous partage mon journal d'investissement boursier, voilà. Alors les résultats de l'année 2022, ils sont bons avec une belle croissance organique des résultats d'environ 17% sur l'ensemble de ces secteurs. Globalement, il y a 5 gros secteurs pour l'entreprise LVMH, les vins et spiritueux, le cœur du business qui est la mode et maroquinerie, là aussi une croissance de plus de 20% en organique, parfums et cosmétiques plus de 10%, montres et joaillerie 12% et distribution sélective, c'est par exemple Sephora, plus 17%, qui était le secteur qui avait le plus souffert et qui souffre encore, notamment des épisodes de confinement, notamment en Chine. Donc très beau résultat, notamment au vu de la taille de l'entreprise. La répartition géographique, donc il y a deux gros marchés, le marché américain et le marché asiatique, avec notamment ce qui est du hors Japon qui représente son premier marché avec 30% et bien sûr en grosse partie de son business qui se fait en Chine et qui souffrait encore des restrictions, encore très peu de temps, des restrictions dans le pays qui se sont levées à toute fin d'année, début d'année 2023 et donc on pourrait avoir une accélération du résultat de l'entreprise sur l'année 2023 si on observe par analogie l'effet de surconsommation qu'on avait pu observer après notre période Covid dans les pays occidentaux. Donc en termes de résultats, on voit que la croissance des résultats sur les dernières années est très bonne avec plus de 20% par an en moyenne. De manière parallèle, le résultat net a lui aussi bien progressé avec un petit effet de levier sur la marge aussi. En termes de free cash flow, on voit que la croissance de celui-ci est de plus de 17% sur les dernières années, avec un pic au niveau de l'année 2021 et un recul sur cette année qui s'explique, qui est en tout cas été expliqué dans la dernière conférence, notamment avec des effets de stock qui s'expliquent tout à fait. Donc les résultats de 2021, on savait qu'ils étaient exceptionnels, haut. Ce qui compte au-delà de ce rebond négatif, c'est que c'est la croissance de fonds qu'on retient. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Donc en termes de valorisation actuelle, on a un free cash flow yield au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire en fin janvier 2023, autour de 2,5. La marge de free cash flow sur le résultat est quasiment à 13%. Donc très belle entreprise, belle croissance de son free cash flow. En termes de bénéfices par action, on voit que le résultat est très beau sur les dernières années avec une croissance de pas loin de 25% par an en moyenne. Le bilan, là aussi, rien à dire. La dette nette reste, alors même si elle croît globalement, elle reste totalement contrôlée, notamment si on regarde le gearing. Aujourd'hui, on a un peu moins de 10 milliards de dette nette sur LVMH, ce qui représente un peu moins d'une année de free cash flow. Donc, aucun souci de bilan pour cette entreprise malgré notamment la grosse acquisition de Tiffany's. Là aussi, ça a été discuté lors de la dernière conférence. La Tiffany's dont on pouvait discuter le niveau d'acquisition a des résultats en croissance spectaculaire qui fait que au vu de prix d'acquisition qui était en 2021 je crois pour être exact, paraît déjà tout à fait bien, en tout cas en bonne voie de rentabilisation. Donc les résultats sont très bons. Si on fait une petite synthèse sur le business model de l'entreprise, donc c'est une grille de lecture que j'essaye d'appliquer sur les entreprises sur lesquelles j'investis. Donc c'est une entreprise qui a un mode à type d'actifs intangibles avec une augmentation de ce mode dans la durée, en tout cas pas de menace en l'état actuel des choses. En termes de revenus, un des éléments importants que je vois, c'est que c'est clairement une entreprise qui a du pricing power avec actuellement une marge nette à plus de 18%. Il y a des revenus récurrents, on peut imaginer que ça soit le vêtement, le vin ou les parfums, évidemment, ce sont des produits que vous allez reconsommer.
Dans les futurs, c'est une entreprise qui a une très belle croissance organique, à plus de, là les résultats ils étaient à plus de 17% hors change, donc très belle croissance, surtout une fois de plus au vu de la taille de l'entreprise qui est déjà gigantesque. Elle sort sur un méga trend qui est le luxe qu'on connaît depuis de nombreuses années, et on ne voit pas bien ce qui pourrait arrêter cette tendance de fond, si ce n'est éventuellement un effet plateau, mais de là à dire que le luxe va disparaître, je vois pas trop. C'est une entreprise qui a un levier opérationnel, on voit qu'elle a augmenté sa marge nette ou opérationnelle, de toute façon ça va dans le même sens, de manière parallèle à son chiffre, donc globalement ce qui fait exploser les résultats opérationnels. Il n'y a pas de pari optionnel pour cette entreprise, ça c'est pour les entreprises qui auraient une option, par exemple, je sais pas, le métaverse pour Meta, où effectivement pour l'instant c'est quelque chose de non rentable mais qui pourrait être un pari optionnel. C'est le premier point que je retiens pas sur l'entreprise, mais ça me pose aucun problème au vu du business de celle-ci. On comprend tout à fait qu'il n'y a pas de pari optionnel. C'est pas une industrie qui est sous menace de disruption, clairement là-dessus, il n'y a pas de risque. On est vraiment dans de l'actif intangible, sur de la marque. Ça peut pas être disrupté en tant que tel, je pense pas. Alors en termes de clients, il n'y a pas de concentration de clients puisqu'on est tous potentiellement clients, donc il y a 8 milliards d'êtres humains, donc 8 milliards potentiels de consommateurs. Alors, bien sûr, si on s'intéresse aux couches les plus aisées et occidentales, mais ça fait quand même des centaines de millions de personnes très aisées. Sans compter que ce n'est pas que leur cœur de cible. Un petit point à relever, c'est qu'il y a quand même un coût d'acquisition en client qui n'est pas négligeable, avec 30% des revenus qui est notamment dépensé en sales and marketing, donc une part de leurs dépenses qui est quand même importante dans les marketing pour soutenir le business, même si ça ne menace pas bien sûr l'entreprise là aussi. En termes de management, effectivement le CEO a clairement des parts importantes dans l'entreprise, Bernard Arnault, ce qui en fait d'ailleurs l'homme le plus riche du monde, et en plus on peut considérer qu'il y a un petit côté family business avec ses enfants qui sont à la tête aussi de filières et autres pour prendre la relève. Donc là il y a clairement un élément du management avec les actionnaires. Pour les menaces du business, donc j'ai dit pas de disruption, les règles antitrust, je ne pense pas que ce type de business en soit menacé par des règles antitrust, contrairement aux GAFAM qui est leur principal, je pense, limite actuellement. Il y a un risque de change au vu de leur diversification et leur dépendance notamment à la Chine, mais c'est un des rares points que je relève dans ce business-là. Il n'y a pas de croissance uniquement par l'acquisition, même si les acquisitions externes nourrissent la croissance de l'entreprise, il y a clairement une croissance organique en interne. Et il n'y a pas de menace majeure sur des règles, des choses spécifiques, matières premières ou règles spécifiques. Un petit bémol néanmoins sur les menaces qu'il y avait du gouvernement chinois sur éventuellement la consommation de luxe, mais pour l'instant qui ne se sont pas traduits dans la réalité. En termes de redistribution directe aux actionnaires, on voit que le dividende est proposé pour l'année 2022, donc qui sera versé en 2023, c'est de 12 €, donc croissance de ce dividende de 19% en moyenne sur les dernières années, avec un rendement actuel sur le cours de l'action de 1,5%, un payout ratio à 43%, un payout ratio sur le free cash flow à 60%, donc un dividende qui pose pas de problème avec une croissance. En termes de nombre d'actions, on voit c'est relativement stable, une petite diminution. En tout cas, il n'y a pas d'effet dilutif pour cette entreprise, voire même il y a déjà une politique de rachat d'actions qu'on pourrait imaginer s'accélérer dans le futur éventuellement. En tout cas, voilà, un élément toujours à vérifier. En termes de valorisation, on voit qu'il y avait eu, alors au-delà du pic de l'année 2020, qui est clairement, puisque c'est un ratio, comme il y avait eu une contraction des résultats ou du free cash flow, mécaniquement ça fait monter le niveau de valorisation, mais on voit que quand même l'année 2019-2021, on avait une entreprise qui était très bien valorisée, que
en fin 2022, celle-ci retrouvait des niveaux plus normaux, on va dire, de valorisation par rapport aux dernières années, même si c'est pas tout à fait une entreprise avec des marges bien supérieures. Par rapport au niveau de valorisation actuel, ici on se projette dans quelques années, en termes de valorisation, on aurait un PER pour 2025 autour de 21 avec les niveaux de valorisation actuels et 22 pour le free cash flow, mais ça reste des projections. Alors moi je fais de la valorisation très grossière en termes de projection des revenus, en termes de croissance avec un retour sur investissement que j'attends en dehors de tout versement de dividendes et de rachat d'actions, donc sur lequel j'attends un retour sur investissement d'environ 10%. Donc j'ai fait des projections de croissance du bénéfice par action et à quel niveau d'entrée il faudrait que je rentre. Alors une fois de plus, c'est pas des chiffres à prendre des chiffres à prendre à la lettre, entre guillemets. Ça donne simplement une échelle d'évaluation ou une échelle de projection du marché par rapport en termes de valorisation. Même si c'est une approche très approximative, ça a l'avantage d'avoir que très peu d'éléments à rentrer en compte. Une fois de plus, je ne prends pas les chiffres pour ce qu'ils sont, mais vraiment pour des niveaux de fourchette. Voilà. Donc aujourd'hui, avec une valorisation autour de 800 € au moment où j'enregistre la vidéo, on a un marché qui valorise quand même des taux de croissance à 2 chiffres dans les années futures et des niveaux de valorisation terminaux qui restent très élevés. Voilà. Donc à vous de voir si vous achetez ces scénarios ou pas. Sur un plan technique, en données hebdomadaires et en échelle logarithmique, on voit que la tendance de l'entreprise est clairement haussière, quelle que soit l'échelle de temps. Globalement, elle avait pas mal reflué sur l'année 2022. Moi, j'en ai profité pour créer une petite ligne sur le petit. Alors, j'ai un PRE autour de 550 €. Donc, sur un des points bas là, de l'année 2022, j'avais pris une petite position que je n'ai pas complété puisque dès que j'ai pris position, le petit est parti relativement à la hausse et il a dépassé en début de l'année 2023 suite notamment aux annonces de réouverture en Chine son plus haut historique. Donc voilà. Bon, je vous ai mis des niveaux éventuellement de support importants. Je ne suis pas sûr qu'on y retourne de suite. Mais voilà, là aussi c'est pour donner des points ou des niveaux de repères pour moi. Alors en conclusion, c'est une très belle entreprise avec un très bel business model. Les résultats sont très positifs, avec des beaux résultats, belle croissance, malgré un environnement pas forcément positif mondial pour l'année 2022. Une accélération avec la réouverture de la Chine annoncée et donc un momentum, on voit puisque l'entreprise a fait un fort rebond là, depuis décembre 2022. Donc beaucoup de choses positives. Donc quand on a une si belle entreprise, la véritable question se situe sur les niveaux de valorisation, puisque finalement que le business soit bon, ça paraît évident pour tout le monde. Alors on peut discuter la pérennité, etc., les menaces, etc. Est-ce que le marché n'est pas en bulle sur le luxe, mais finalement c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres choses ou par rapport à ce qu'on a pu voir autour de l'année 2021 dans pas mal de business qui étaient peu rentables. C'est un business extrêmement rentable qui est une machine à cash. Donc la seule question c'est vraiment les niveaux et pour lequel il n'y a pas de véritable menace sur le long terme, il me semble, avec un mode important. Donc la vraie question c'est les niveaux de valorisation. Pour ma part, ma position, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une entrée qui tactiquement avait été plutôt pas mal jouée puisque j'ai presque eu un des points bas de l'année autour des 554 € pour ma part, avec depuis une plus-value relative de 45% quasiment, donc vraiment quelque chose une performance relative importante. La seule chose que je regrette, c'est que ma position est trop petite à mon sens et je souhaiterais m'exposer plus à ce secteur là, mais pas à n'importe quel prix. Donc moi je vais essayer de me renforcer, même si pour une fois je vais essayer de pas tomber dans le biais où j'aurais tendance souvent à regarder la performance relative de mes positions
en essayant d'aller chercher des pourcentages élevés de plus-value, mais en négligeant parfois la performance absolue avec des tailles de position qui pourraient être sous-dimensionnées. Donc finalement, plutôt que d'avoir des lignes avec du 100%, il vaut mieux peut-être avoir une ligne avec 30%, mais avec une position beaucoup plus importante, bien évidemment, puisque ce qui compte pour ma part, c'est notamment la performance absolue qui paraît quand même néanmoins important. Donc c'est une entreprise sur laquelle j'ai une conviction et donc je suis prêt à faire monter mon PRI, et donc je vais essayer de, puisque j'ai pour l'instant par rapport à la dernière année un PRI plutôt bas et par rapport au niveau de valorisation actuel qui s'y est redescendu à 550 euros me paraissait une très bonne affaire au vu de la performance actuelle, ce que je pense pas que ça revienne de suite, mais comme j'ai ce point d'entrée un petit peu bas, je vais en profiter si le titre se replie un petit peu pour essayer de reprendre notamment peut-être pour commencer une autre action de LVMH en se basant sur vraiment en termes de niveau d'entrée, d'avoir un PRI cible, et donc de faire un petit peu le contraire de ce que font pas mal de gens quand le titre baisse, de lisser à la baisse. Je vais plutôt essayer de lisser à la hausse, mais en restant avec des niveaux de PRI qui me semblent à des niveaux de valorisation acceptables. Donc pour traduire ça en chiffres, si je, par exemple, c'est pas le cas, mais si je trouvais que, je sais pas moi, 630 euros était un prix de revient tout à fait acceptable pour LVMH, et bien ça voudrait dire que comme j'en ai déjà une action autour des 550 euros, si le titre baissait à 700 euros, j'en reprendrais une, et comme ça me ferait un PRU autour de 630 euros à la louche, voilà, et ça me permettrait d'être exposé par contre de manière quantitative plus importante, chose que j'ai peut-être pas assez tendance à faire, et donc ça me permet de nourrir entre guillemets mes lignes qui sont positives et qui sont dans des tendances positives, puisque j'ai tendance à être plutôt contrariant, et donc j'ai un biais contrariant, en tout cas à titre personnel, souvent à essayer de chercher des titres un petit peu pas en recovery, mais en tout cas un petit peu délaissés par le marché, et je pense qu'il est parfois aussi important d'aller un petit peu dans le sens du marché, du moment que celui-ci ne semble pas délirant en termes de valorisation. Voilà, donc à titre personnel, c'est vrai que je sais pas, un titre à autour de 600-650 euros, c'est vrai, me paraîtrait peut-être pas délirant au vu de la performance et au vu de la dynamique de LVMH. Je regarderai avec attention les résultats du premier trimestre, on verra les premiers effets de la réouverture en Chine qui pourraient être très positifs là aussi. Voilà, c'est tout pour ma lecture des résultats de l'année 2022 pour LVMH. À bientôt pour d'autres résultats.